Bonsoir à toutes et à tous. Cher Aurélien Barraud, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Vous nous faites l'honneur de votre venue et vous nous offrez la possibilité d'une pause au milieu de la cohue des achats de Noël. Nous sommes heureux enfin car nous avons plus en commun que ce que l'on peut imaginer. Nous aimons, nous aussi, nous promener dans les pages des savants que vous citez affectueusement et qui ont pensé le monde avant nous. Nous aimons vivre toutes ces vies que nous offre la littérature, d'autres univers, d'autres vies que la nôtre. Nous aimons l'expérience poétique de la rencontre avec les existants, source d'étonnement et de joie. Et par-dessus tout, nous aimons transmettre l'objet de nos passions, que celle-ci se nomme Kostolany, Kazantzakis, Keats ou Kafka. Nous n'allons pas faire de présentation puisque tout le monde vous connaît. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a une petite bio très succincte sur la 4e de couverture de votre livre, L'Hypothèse K, publié aux éditions Grasset, que tout le monde aura très certainement envie de lire après vous avoir écouté. Attention, il ne s'agit pas ici de consommer du savoir, mais bien de contribuer à faire avancer les idées. Et comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes en cette fin d'année extrêmement sollicités, et même si nous aimons nos semblables, nous sommes harassés, et oui. Et pour nous épargner donc une somme supplémentaire de travail, nous avons été tentés de faire appel à notre ami l'IA, ChatGPT. Vous savez, celui grâce à qui tout est possible pour préparer cet entretien. Blague à part, c'est une façon de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Nous savons combien cet ami qui nous veut du bien vous est cher aussi, cher ici à entendre dans le sens coûteux et même ruineux. L'hypothèse K nous enjoint à une réflexion sur les causes de ce que vous nommez la catastrophe civilisationnelle. La réponse, sans divulgacher la fin, serait à chercher du côté de cette technique thaumaturge infiltrée dans les sciences et qui s'est invitée jusque dans les champs les plus intimes de notre existence. Sans transition aucune, entrons dans le vif du sujet. Première question. Dans la tradition antique et classique, et même plus près de nous, la science et la philosophie étaient indissociables. En philosophie, on apprend à définir les concepts que l'on utilise. Ne pensez-vous pas que c'est la définition même de la science qui est en cause et de sa représentation? N'a-t-elle pas été pervertie par une idéologie politique? Alors vous avez évidemment raison, merci beaucoup pour cette belle introduction, mais je vais peut-être infléchir un tout petit peu la question au sens où... Oui, pardon, c'est un de mes travers. Quelle que soit la question qu'on me pose, je fais toujours la réponse que je veux donner. Mais quand même en écho à votre très pertinente interrogation. Très pertinente, mais la petite inflexion que je voulais lui donner, c'était de dire que ce lien entre science et philosophie est évidemment incontestable, et c'est très important de le rappeler, mais il y a un autre lien qui est parfois oublié, c'est le lien entre science et poésie. Et je voudrais, à titre d'exemple et d'argument, référer au magnifique poème de Lucrèce, le De Natura Rerum, qui est un peu la naissance de la physique, ne serait-ce qu'en ceci qu'il met en mots en quelque sorte la théorie d'Épicure, qui est une des premières propositions scientifiques dignes de ce nom sur le monde qui nous entoure. Or, le texte de Lucrèce a deux caractéristiques fondamentales qui aujourd'hui sont tout à fait étrangères à la science contemporaine. C'est d'une part effectivement qu'il est écrit en vers, et pas n'importe quel vers, en hexamètre dactylique. Vous savez, la saccade des phalanges, celui qu'on entend dans le thème central du quatuor La jeune fille et la mort, par exemple, ou dans la 7e symphonie de Beethoven. C'est aussi la métrique qu'utilise Homère. Et ensuite, le texte de Lucrèce est aussi adossé à une éthique. Pas une déontologie, ça serait le petit bout de la lorgnette, une déontologie. Pas simplement un bien savoir pratiquer son métier, ça c'est un peu évident, presque trivial. Mais une éthique au sens où pour Lucrèce, de façon tout à fait évidente, la science est signifiante dès lors qu'elle raisonne, pas forcément qu'elle aide ou qu'elle guide, mais qu'elle est bouturée avec les préoccupations humaines. Et je crois que ces deux aspects-là, nous les avons radicalement perdus. Peut-être parfois pour le meilleur, parce que je pense qu'il est heureux que dans mon domaine, par exemple en cosmologie, on puisse étudier des systèmes binaires de trous noirs ou calculer l'origine de l'univers en gravitation quantique sans se demander les conséquences politiques de la chose. C'est certainement une libération de la science, et c'est heureux. Mais en contrepoint, je pense que c'est aussi une atrophie. Parce que cette science est devenue en quelque sorte, et c'est je crois ce que vous laissiez entendre, autonome. Elle s'est en quelque sorte désarrimée de ce qui est fondamentalement précieux pour nous, c'est-à-dire cette sorte d'épiphanie de la vie
qu'on retrouve quand même de plus en plus difficilement, me semble-t-il, non seulement eu égard à la dérive des pratiques, mais aussi, et je crois que c'est ce que vous laissiez entendre, eu égard aux impératifs politiques. J'ai lu il y a quelques jours que le chef de l'État voulait refonder de façon assez drastique la manière d'organiser, de structurer et donc bien sûr de pratiquer la science française. Et j'ai compris, d'ailleurs ce sont ces mots me semble-t-il, que le but finalement consiste à rendre la science française plus compétitive. Et il faut quelque part participer de façon paroxystique à la production d'articles, production de savoir, production d'impact, production d'images, production de collaboration. Il faut être haut dans la course. Et ça, nous y reviendrons, je pense. Je crois que c'est très exactement le pire choix que l'on peut faire. Et c'est, à mon humble avis, n'avoir pas compris les véritables enjeux civilisationnels qui sont les nôtres. Alors pour continuer sur cette idée, donc, vous dites que c'est à la science de définir le réel. Mais vous dites aussi que la science a, je cite, partie liée avec une vaste entreprise de chosification. Vous dites aussi qu'elle contribue à l'effacement de la cosmopolitique du réel, on vient de l'évoquer à l'instant, qu'il faut lui reconnaître le droit à n'être plus la seule version correcte du réel. Est-ce que la science définie ainsi, telle que vous la dénoncez, se retrouve alors dans une impasse ? Pas forcément. Je crois qu'il ne faut pas confondre le constatif et le normatif. L'impasse est là, mais elle pourrait ne pas être. Il faut, je crois, réintroduire un peu de contingence dans notre jeu. Alors, je pense n'avoir pas exactement dit que la science devait définir le réel, parce que je crois justement que le réel est protéiforme, polymorphe, qu'il est extrêmement bigarré et diapré, et que c'est une des erreurs de notre société occidentale, capitaliste et technoscientiste, que de croire que la science révèle l'en-soi du réel. Je pense que la science est un matériau extraordinaire, d'une richesse inouïe, d'une précision remarquable, qui révèle quelque chose, qui exhibe quelque chose de précieux et d'irremplaçable quant au monde dans lequel nous nous trouvons. Mais, ni plus ni moins que la littérature, que la philosophie, que la musique, que la peinture, ou vraisemblablement que le rêve d'un chien, auquel nous n'avons ni vous ni moi, me semble-t-il, accès. Et donc ce que je veux dire, c'est que le problème, il est double. C'est d'une part que la science a acquis une position quasi hégémonique. Personne, et surtout pas moi, je rappelle quand même que je suis à temps perdu astrophysicien, et donc ne souhaite l'effondrement de la science. Personne, je crois, ne le souhaite sérieusement. Mais ce qui est problématique, ce n'est pas l'existence de la science, c'est quand la science prend tout l'espace et qu'en effet, nous confondons ses productions, ses créations, aussi extraordinaire et sublime soit-elle, avec une sorte de dévoilement. Vous savez, en grec ancien, aletheia, ça signifie dévoilement. Une sorte de dévoilement de ce que serait la vérité propre du réel. Ça, je crois que c'est dramatiquement faux et que c'est très grave quant à l'appauvrissement de nos imaginaires. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'au-delà de cet espace envahissant, je trouve, pris par la science, il faudrait savoir partager, tout simplement. Il y a aussi une manière de la pratiquer qui, plutôt que d'essayer de la faire fonctionner poétiquement, et je pense qu'on va y revenir parce que pour moi c'est le plus important finalement, c'est-à-dire de la mettre en résonance avec une pulsion de vie, avec une épiphanie de la chose même, on a tendance à la techniciser pour l'assujettir à un système donc, de réification, de production et donc de désublimation du monde. Peut-être, je peux donner mes réponses sont trop longues, non ? Ah non, 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 non. Je vais juste donner l'exemple. On est là pour vous écouter. Hein. Chouette. Je vais juste donner l'exemple qu'on a discuté 30 secondes avant de s'asseoir ici. À savoir la conquête spatiale. Rien, hormis les atrocités de ces derniers mois naturellement, rien ne m'agace plus que notre rapport au spatial. On lit souvent, vous savez, les amoureux du ciel et de l'espace. C'est un peu comme dire les amoureux de la vie et du meurtre. Parce que le ciel et l'espace, ça n'a rien à voir. Quand on aime le ciel, on n'aime pas la conquête spatiale.
Les fusées, pour moi, c'est l'archétype de la techno-débilité mortifère, pour ne pas dire nécrophile, de notre Occident contemporain. Tout est sale dans les fusées. Déjà, le symbole, vous voyez, c'est cette espèce d'immense structure phallique, là, comme ça, dans cette compétition virile entre les Musk, les Bezos et les présidents américains, qui vont finalement, dans un déluge de fer, de feu, de kérosène et d'hydrogène liquide, aller où? Là où il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'espace. Nous habitons une planète extraordinaire, sublime, peuplée de millions d'espèces dont nous n'avons pour certaines d'entre elles pas même conscience qu'elles existent. Chacune de ces espèces présente des organisations sociales, des rapports au monde, des ontologies extrêmement différents. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer, pour ne pas dire bander, parce que quand même vraiment l'allégorie spatiale est fondamentalement nécrovirile. D'accord? Qu'est-ce qui nous fait donc, qu'est-ce qui nous excite donc à ce point d'aller là où il n'y a rien? J'ai même entendu M. Pesquet, qui est vraisemblablement un homme tout à fait respectable, mais oser dire, droit dans ses bottes, qu'il faudrait que tout le monde aille dans l'espace pour se sensibiliser à l'écologie. Non mais il faut quand même oser une telle absurdité. Vous vous rendez compte qu'il voudrait qu'on aille au seul endroit depuis lequel on ne peut voir aucun être vivant pour enfin découvrir les êtres vivants. C'est un peu comme dire, il faut absolument fermer toutes les librairies pour enfin découvrir les livres. C'est un peu bête en réalité. Voilà. Ça n'a rien de personnel. En fait, c'est marrant parce que l'espace, c'est tellement ancré dans nos imaginaires comme quelque chose de mélioratif, alors qu'en réalité, je crois que ça correspond à l'exhibition la plus vile et la plus veule de notre technoprédation, que c'est presque intouchable. Moi, d'habitude, les gens me font plutôt confiance, parce que je suis sincère, en fait, donc c'est légitime, sauf quand je parle de l'espace. Là, on me dit, oui, mais en fait, vous êtes jaloux. Non, mais je suis jaloux de beaucoup de gens. Hein. Vous savez, je parle de Carlo Rovelli dans ce livre, c'est un ami physicien que je trouve génial. Moi, je suis jaloux de son génie. J'aimerais être aussi fort que lui en physique. Mais alors, jaloux de Thomas Pesquet... Non mais ce sont des marionnettes marketing, qu'on ne nous parle pas de héros. Les héros aujourd'hui, ce sont les Indiens qui essayent de sauver la forêt, ce sont les gens qui essayent de survivre sous les bombes dans notre indifférence. Ce ne sont certainement pas ces marionnettes qui vont faire quoi? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce déluge, non seulement de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça c'est pas grave, mais surtout d'effondrement symbolique? Vous vous rendez compte? Le monde meurt ici, donc regardons ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de pire comme message? Qui plus est, vous savez que bientôt, les constellations seront défigurées par les satellites artificiels. Et pourtant, nous pensions quand même que la voûte céleste, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas nous voler. C'est la dernière chose qui nous restait, c'est ce qu'on ne pouvait pas nous prendre. Bien, même ça, ils l'auront eu. Avec quoi? De la publicité spatiale, des dépôts de carburant en orbite, un tourisme obscène pour richesse indécente. C'est fondamentalement dégueulasse. Mais je suis sûr que le livre de M. Pesquet s'est vendu merveilleusement pour les fêtes. Grand bien lui fasse. On ambitionne de vendre le vôtre un petit peu plus. Non, c'est pas du tout ça le message. Ça me plairait pas du tout. Ça. Non, mais par contre, c'est notre ambition. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Parce qu'alors là, ça serait autocontradictoire. Ah ben non, il faut que les idées circulent. Alors, ce que vous soulignez de cette façon vive et tonique, c'est que cette alliance entre la science et la technique est liée peut-être à une mauvaise compréhension de la notion de progrès. Donc on a fini avec la révolution industrielle par résumer cette notion au progrès technique, celle de progrès, hein, j'entends, et que ce dernier, comme le dénonçaient déjà avant nous des gens comme Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau, est devenu une fin en soi et non un moyen. Comment pourriez-vous aujourd'hui redéfinir cette notion de progrès pour qu'elle soit de nouveau viable ? Oui, mon ami d'ailleurs, le philosophe Jean-Luc Nancy, qui est hélas décédé il y a 2 ans environ, avait écrit, c'est un de ses derniers petits opuscules, un très beau minuscule ouvrage qui s'intitulait « L'infinité du progrès est un mauvais infini ». Alors évidemment, c'était une sorte de boutade pour expliquer que, pour sous-entendre que cette assertion s'appliquait au progrès tel qu'il est usuellement considéré. Je me souviens que quand j'avais laissé entendre que la 5e génération de téléphonie mobile n'était peut-être pas une très bonne idée, le président du MEDEF s'était ému de ce que certains de nos contemporains, de ses contemporains, soient donc contre le progrès. Mais, cher monsieur, je vous dénie le droit d'appeler ce gadget techno-zinzin, qui ne nous apporte absolument rien, mais qui développe des addictions tout à fait conséquentes chez nos enfants, qui engendrent une pollution gigantesque avec environ 1 milliard de nouveaux terminaux mobiles, et qui
s'accompagne d'une augmentation d'usage tellement grande qu'elle contrebalance la hausse d'efficacité et conduit à une consommation énergétique 2 à 3 fois plus élevée qu'avec la 4G, je vous dénie donc, disais-je, le droit de nommer cela progrès. En réalité, qu'il s'agisse de GPT que vous évoquiez tout à l'heure, ou qu'il s'agisse de toutes ces dérives qui sont fondamentalement réifiantes, pour moi, de ce que je pourrais appeler une atrophie de notre puissance d'être. Vraiment, littéralement. Et donc, je crois que ça permet de poser la vraie question, qui est pour moi peut-être le message central et le point nodal de ce qu'il faut penser aujourd'hui. Nos dirigeants commencent à comprendre qu'une croissance exponentielle n'est pas éternellement possible dans un monde fini. Normalement, il ne faut pas cumuler les doctorats pour comprendre ça, mais bon, mieux vaut tard que jamais, ils le comprennent aujourd'hui. Les autres l'avaient compris il y a 50 ans. Et donc, face à cette évidence factuelle, leur stratégie consiste à se demander comment rendre notre monde plus durable. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas y arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, parce que plutôt que de rendre ce monde durable, il faudrait le rendre souhaitable. À quoi bon tenter de faire perdurer un réel qui ne nous rend pas heureux? Alors, ça paraît un peu trivial dit comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Quand vous réfléchissez, pardonnez-moi, n'y voyez aucune offense, mais les gens de plus de 60 ans dans cette pièce, honnêtement, pouvez-vous nier que acheter un billet de train est devenu un pic d'angoisse? Ça allait tout simplement mieux quand on allait au guichet. Et en réalité, même pour les jeunes, sauf qu'ils n'osent pas l'avouer, mais c'est pareil pour eux, en réalité, ça ne nous rend pas heureux, toutes ces conneries. C'est ça le point fondamental. C'est que je crois que nos enfants, ou nous-mêmes quand nous étions plus jeunes, nous n'étions pas plus stupides quand à l'arrêt de bus nous ouvrions un livre, fût-ce celui de Thomas Pesquet, plutôt que de regarder TikTok, Insta ou Snap. En réalité, ça ne nous rend pas meilleurs. Et donc, la vraie question, et c'est pour ça que la notion de progrès est centrale, c'est pas de se demander comment continuer encore un peu le suicide avec moins d'externalités négatives et donc avec une échéance repoussée de quelques années, mais ça serait plutôt de nous demander pourquoi empruntons-nous délibérément une voie dont finalement nous commençons presque tous à ressentir organiquement qu'elle n'est pas améliorative. Et ça, je n'ai pas de réponse à cette assertion triviale. Mais c'est vrai partout. Même dans les petits détails infimes. Moi, dans mon métier, au CNRS, on doit faire des missions. Quand on va quelque part, quand on est fonctionnaire, ça s'appelle une mission. Bon, en ce moment, il y a une quasi-révolution au CNRS parce que notre logiciel de mission ne marche pas. Bon, moi, ça m'agace un peu parce qu'il y a quand même des problèmes plus graves en cet automne 2023 que les missions du CNRS. Mais c'est quand même un problème, c'est vrai. Et quand vous dites aux gens, mais il y a 20 ans, ça prenait exactement 4 secondes. On écrivait 3 mots sur une feuille de papier et ça marchait. Vous dites, ah bah oui, mais ça, c'est plus possible. Pourquoi? Ah bah parce que c'est plus possible. Non mais pourquoi? Puisque ça marchait. Et si ça marchait, ça devrait encore marcher. Mais on ne sait pas pourquoi. Et même les collègues qui, comme moi, souffrent de cette absurdité, vont réclamer un meilleur logiciel. Mais ils ne vont pas oser demander plus de logiciel du tout. Ça nous emmerde, ça ne sert absolument à rien. Et même les personnes de l'administration ne sont pas soulagées par ces logiciels. Parce que si encore c'était un petit effort pour les chercheurs qui permettent aux administratifs de vivre mieux, ça pourrait s'entendre. Mais ce n'est pas le cas. Les gens qui faisaient l'émission à la main trouvent eux aussi que la situation a empiré. Et en fait, cette espèce de bulle technique prend une place, on y reviendra sans doute tout à l'heure, qui est quasi autonome. Dans une certaine mesure, nous devenons les esclaves de ces machines. Alors, je caricature un peu, mais on l'a tous vécu, quotidiennement, ça. Vous demandez quelque chose à quelqu'un, quand vous arrivez à parler à quelqu'un. C'est quand même de plus en plus rare au téléphone, par exemple. Bon. Vous arrivez à parler à un être humain. D'un seul coup, là, il y a une sorte d'euphorie qui vous prend. L'être humain vous comprend. Alors là, c'est quasiment l'orgasme. Mais l'être humain ajoute presque toujours « Vous avez raison, mais le logiciel ne veut pas ». C'est tout de même étrange. En fait, ça ne nous rend pas heureux, ces affaires-là. Alors, vous présentez un contexte. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu un événement international très important qui s'appelle une COP, c'était la 28e, je crois, qui a eu lieu aux Émirats Arabes Unis, qui a débouché sur un accord qui a été signalé et défendu comme un accord historique.
visant à réduire les effets délétères du carbone dans l'atmosphère. Donc vous proposez un autre état des lieux qui est celui de la 6e extinction massive du vivant. Vous dites que 6 des 9 piliers sur lesquels nous sommes installés sont en train de céder, et certains ont déjà cédé. Il se trouve que tout le monde est totalement orienté sur cette lutte contre le réchauffement climatique, mais visiblement, une solution est en bonne voie puisque certaines énergies sont très porteuses et pourraient même ne plus dégager aucun CO2 dans l'atmosphère et seraient peut-être même une source d'énergie éternelle. Est-ce que vous n'y voyez quand même pas un petit espoir? Cette source d'énergie, je pense à ITER notamment, je pense à tout ce qui est en cours de recherche. Quand même, il y a un espoir, non ? Il y a un espoir, mais certainement pas avec ça. Certainement pas avec ça. Alors, d'abord... Je vous taquine. Hein. Oui, je sais. Ça s'appelle se faire l'avocat du diable. Mais vous le faites très bien. C'est un peu louche. C'est un peu louche. Bon, je dis ça comme ça. Je le dis pour la dernière fois de la soirée, parce qu'après, vous allez en avoir ras-le-bol. Mais moi, je dois le dire, parce que sinon, je me sens un traître. Bon, la COP, je m'en fous complètement. On va quand même en dire quelques mots, parce que répondre aux questions, c'est poli. Mais, enfin voilà, là, on est en train, en France, de promulguer une loi absolument honteuse, indigne, qui est vraiment... qui ne fait sens dans aucun monde. Je veux dire, on ne pourra pas en être fier. C'est impossible qu'un jour on se dise « là, nous avons été justes ». Et ça me fend le cœur. Et puis, au niveau international, enfin, il y a un dévoilement encore en ce moment. C'est un grand moment de vérité, quoi. Il y a une sorte de faillite éthique, esthétique et logique, comme si les masques tombaient et que d'un seul coup, l'Occident nous disait avec un petit rire cynique bah, « vous saviez bien que tous ces grands principes, ce n'était pas vrai, mais enfin maintenant vous en êtes vraiment sûr, quoi. » Et donc voilà, ça c'est quand même, je trouve, ce qui nous obsède aujourd'hui. Et à côté de ça, la COP, c'est un non-événement. Alors pourquoi ? D'abord parce que effectivement, vous avez raison de le signaler, le réchauffement climatique occupe, je trouve, une place démesurée dans nos préoccupations. Alors, je m'explique. Hein. Non pas au sens où il n'y aurait pas de problème de réchauffement, non pas au sens où les petits tracas du quotidien seraient plus importants. Ça, bien sûr, on est d'accord, ce ne sont pas des contre-arguments. Mais au sens où parmi tous les piliers de l'habitabilité de cette planète qui sont en train de céder, le climat est vraisemblablement le plus simple de nos problèmes. Vous savez que nous sommes déjà à l'orée de la 6e extinction massive. Vous savez que nous avons déjà exterminé les 2/3 des mammifères sauvages, les 2/3 des insectes et les 2/3 des arbres sur des échelles de temps différentes. Et vous savez, je suppose, que le réchauffement climatique n'a joué aucun rôle jusqu'à maintenant. Ça ne signifie pas qu'il ne jouera aucun rôle, nous sommes bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que même sans 1 degré de réchauffement de température, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Alors pourquoi se focaliser sur le réchauffement climatique ? Mon analyse, c'est que c'est parce que c'est le plus simple de nos problèmes. En fait, c'est le seul qui fasse perdurer l'impression délirante, fausse, absolument inexacte, suivant laquelle nous serions face à un problème d'ingénieurs qui attend des solutions d'ingénieurs. Parce que c'est tout ce que notre société aliénée est capable de penser. Vous connaissez l'adage de Maslow qu'on peut paraphraser ainsi, quand on a une tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes en forme de clou. Ben voilà, nous sommes tellement ingénieurs, même quand on est autre chose, on est tellement dans un monde d'ingénieurs qu'on n'arrive plus à penser au-delà de cet horizon. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la question. Alors vous l'avez souligné, la crise est plurifactorielle. Et elle est systémique, donc effondrement de la biodiversité, pollution, acidification des océans, dévastation des sols, atrophie des espaces de vie, et ainsi de suite. Mais même tout ce que je viens de lister là, en fait, ce sont des conséquences. Ce ne sont pas des causes. Si on traite les conséquences sans traiter les causes, on dirige l'extincteur sur le haut des flammes. Alors déjà, on ne le fait pas, hein, de traiter les conséquences. Mais même si on le faisait, pourquoi ça ne peut pas marcher ? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'artificialiser le monde. Alors si on est gentil, bobo aux cheveux longs, eh ben, on se dit, je vais acheter bio et équitable. Oui, mais c'est pas grave. Si à la fin, vous êtes quand même en train de construire des armes de destruction massive,
Vous avez détruit les forêts, vous avez détruit les espaces habitables et vous les avez remplacés par des parkings de supermarchés. Si les instruments qui vous ont permis d'arriver à cette fin n'émettent pas de CO2, tant que la fin a été atteinte, vous avez quand même perdu. Et donc ce qui est important, c'est pas de se demander comment faire des bulldozers qui marchent avec des énergies renouvelables. Ce qui est intéressant, c'est de se demander est-ce qu'on veut vraiment continuer à remplacer les forêts par des parkings de supermarchés. Et si on le fait, mon hypothèse, mais vous avouerez qu'elle est assez simple en réalité, c'est qu'on a perdu dans tous les cas. Et donc c'est ça les projets que vous évoquiez, dont le fameux ITER. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ITER c'est le diable en personne. Bon, je ne devrais pas dire ça, j'ai des collègues tout à fait respectables qui travaillent sur ce projet. Des gens bien intentionnés, hein, très brillants et très bien intentionnés. Mais bon, là on est dans le débat d'idées, donc je me permets en toute bienveillance de leur dire que je crois qu'ils se trompent. Comme Thomas Pesquet, en toute bienveillance, Thomas, mais tu te trompes. Tu fais du mal au monde. Bon, je tutoie tout le monde, hein, le prends pas personnellement. Donc plus sérieusement, parce que Thomas Pesquet, c'est pas très sérieux. Plus sérieusement, pourquoi ITER c'est un problème, si ça marche? C'est une source d'énergie, non pas par fission, mais par fusion nucléaire, qui nous donnerait éventuellement un accès à une énergie quasi infinie et quasi propre. Donc là, nos bons réflexes pavloviens d'ingénieurs consistent à se dire « Victoire ! On a une énergie propre et infinie. » Alors on ne l'a pas encore, hein, mais on pourrait l'avoir. Dans 50 ans, on pourrait l'avoir. Il y a tellement d'argent investi, tellement d'intelligence et d'efforts que ça pourrait marcher. Mais si ça marche, c'est la fin de tout. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est ce qu'on fait de l'énergie. Ce n'est pas le CO2 émis par l'énergie, c'est ce à quoi elle nous sert. Vous avez regardé les images qu'on a des fonds marins. C'est encore pire que la partie visible de la Terre, hein, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au fond. Donc on se gêne encore moins pour tout saloper. Les fonds marins sont totalement dévastés. Vous croyez que ça dépend du fait que l'énergie émette du CO2 ou non, ça? Si demain vous avez 10 fois plus d'énergie gratuite, bah vous allez juste 10 fois plus dévaster les fonds marins. Et donc vraiment, la seule question qui devrait nous intéresser, c'est où on veut aller et pas comment on va y aller. Et je reste persuadé, peut-être que je fais erreur, hein, mais que la direction dans laquelle on va, elle n'est pas seulement non durable, elle l'est, hein, ça c'est certain, mais elle n'est pas seulement non durable, elle est aussi non souhaitable. Je crois que nous ne sommes pas plus heureux qu'il y a 50 ans. Voilà. Je le crois fondamentalement. C'est pas de la nostalgie, c'est pas du passéisme, c'est pas de l'anti-scientisme, c'est factuel en fait. Regardez aujourd'hui ce qu'on donne à nos enfants, regardez leur niveau de culture, regardez leur sensibilité, regardez leurs affects, regardez leurs cauchemars. Alors je n'avais pas d'enfant il y a 50 ans, j'étais moi-même à peine né, mais je crois vraiment que nous n'avons pas pris le bon chemin. Sans parler, bien sûr, de la dimension extraordinairement néocoloniale de notre manière d'habiter le monde, qui fait que quand bien même le chemin serait bon, ce que je récuse, il ne serait pas bon pour tout le monde. Alors, tout ce que vous dites sur la catastrophe en cours, sur la disparition des espèces, la destruction des forêts, tout ça, c'est la science qui nous permet de faire ce constat. Mais vous appelez aussi de vos voeux à une trahison de la science qui contient à la fois le remède et le poison. Qu'est-ce que vous entendez par trahison et pourquoi ne pas parler de résistance? Pourquoi trahison, qui est un mot quand même très fort? Mais pour vous embêter, non mais vous avez remarqué les politiques et d'une façon générale les activistes de l'inertie nous volent les mots, nous volent tous les mots. Bon, transition, c'était pas si mal. Faire une transition. Sauf que ça y est, c'est niqué maintenant. On n'a plus envie de parler de transition écologique. On dit transition, on pense Macron, ça marche pas, quoi. Donc il faut trouver autre chose. Donc on est tout le temps en train de se battre avec les mots parce que les mots se perdent les uns après les autres. Cela dit, on va gagner, hein, parce qu'on est plus poète qu'eux, et donc de toute façon, on va gagner avec les mots. C'est le seul truc qu'on va gagner, mais ça, on va le gagner. Alors, pourquoi trahison ? C'est pas uniquement quand même par provocation. D'abord, c'est parce que ça me fait penser à Jean Genet, et Jean Genet, c'est celui dont on a besoin. C'est le plus grand écrivain du XXe siècle. Mais plus profondément parce que trahir, c'est un geste extrêmement courageux. Alors, je dois définir. S'il s'agit de trahir la parole donnée ou les amours promises, naturellement, c'est sale, c'est répugnant et c'est condamnable. Je ne parle pas de cette trahison-là. Je parle de la trahison face à ce qui est attendu de nous. Nous avons tous une nationalité, nous avons un sexe, nous avons un métier, nous avons une posture sociale, et tout cela crée énormément d'attentes.
La plupart de ces attentes, pas toutes, hein, la plupart de ces attentes sont en fait assez orthogonales à nos pulsions fondamentales. Trahir, en fait, c'est plus fidèle. Trahir, c'est revenir à une métafidélité, c'est-à-dire à une fidélité à ce que nous devrions être, à une fidélité à ce que nous aspirons à être, et non pas simplement à cette facilité et à cette fidélité un peu petit bourgeois, vous voyez, qui consiste à faire ce qu'on attend de nous. C'est très dur de trahir. Moi, je ne suis pas un traître, je suis directeur d'un centre de physique théorique, je suis très content de le faire d'ailleurs, j'aime ça, je fais mes cours, etc. Donc je ne suis pas du tout exemplaire de ce point de vue-là. Et je ne suis même pas sûr qu'il faudra le faire d'ailleurs. Mais je veux simplement dire que ce qui nous tue aujourd'hui avant toute chose, c'est l'inertie. C'est notre manque d'imagination. Vous voyez, c'est le fait que on s'autorise quasiment aucune bifurcation. Et vous avez vu, comme nous avons peur en Occident, quand on a la chance d'accueillir des étrangers, ça va être de moins en moins souvent, hein, mais quand on a cette chance, au lieu de nous innerver comme ça de leurs différences, parce que nous, on sait qu'on est en train de nous suicider, on sait qu'on est en train de mourir, on sait qu'on est en train d'inventer le seul futur qui ne peut pas exister. Et donc, toute étrangeté devrait être une sorte d'épiphanie de possible pour nous. Vous voyez, une sorte de réouverture à la contingence. Et vous avez vu comme on a peur. Il ou elle ne s'habille pas comme nous. Quelle horreur! C'est intolérable. Bon, je caricature, hein, enfin je dénonce, hein, bien sûr. Et donc, ce que je veux dire, c'est que trahir, c'est ça. C'est se dire d'un seul coup que nos valeurs ne sont sans doute pas toutes mauvaises. Ça, c'est intenable. La plupart de nos fondamentaux moraux, éthiques, sont très certainement vrais. On est tous d'accord dans cette pièce que c'est bien de ne pas torturer les enfants. Et même les adultes d'ailleurs. Très bien, il y a des fondamentaux moraux sur lesquels on est tous d'accord. Très bien. Mais au-delà de ces trivialités, de ces évidences, la plupart de nos constructions pourraient ne pas être. Trahir, c'est envisager la refonte par l'exemple. Et je conclue juste là-dessus. Le par l'exemple est fondamental pour moi. Il y a quelque chose d'incompréhensible, vous savez, je trouve, c'est quand on nous dit « c'est vrai, la situation est mauvaise ». C'est vrai, on détruit tout, c'est vrai, nos enfants vont mourir, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Et le pire, c'est qu'on ajoute généralement juste après, c'est en nous, c'est ce que nous sommes. C'est vrai, c'est pas idéal, c'est vrai, mais c'est dans notre ADN, c'est ce qui fait de nous des humains. Cette posture est fausse et elle est raciste. Pourquoi elle est raciste? Et vraiment au sens littéral du mot. Parce que précisément elle déshumanise toutes les autres sociétés, bel et bien humaines, qui ont habité cette planète et qui avaient des rapports aux autres, des rapports à la nature, d'ailleurs qui n'avaient même pas le concept de nature, extraordinairement différents du nôtre. Donc quand on se dit qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre en laissant entendre que notre manière d'habiter le monde est la seule possible, on invisibilise l'immense majorité des cultures humaines qui ont existé, donc qui ont factuellement montré que c'était viable, avec des rapports à l'altérité qui étaient sans commune mesure avec le nôtre. Et je trouve que ça, c'est un geste dramatique. Donc la trahison, pour moi, je crois que j'ai écrit dans le livre « Trahir par amour », et on pourrait ajouter « Trahir par fidélité ». Alors c'est bien, ça m'offre une transition parfaite. Quand vous dites « nous », effectivement, il s'agit d'un « nous » qui représente le pluriel des vivants, mais il est rassurant de voir que vous ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Et là, je fais référence à votre passage sur l'Occident versus d'autres civilisations. Vous écrivez, un passage magnifique, l'Occident contemporain n'a pas oublié la transcendance, il a fait bien pire, il a transcendantalisé son immanence. Il a cru passionnément que son élaboré était un offert, il a sacralisé la profanation. Ce passage, en plus qui rend hommage à Sony Laboutansi, qui est un auteur africain qu'on aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce passage et cette vision de l'Occident? Il y a différentes façons de dire « nous », en effet, le rapport à la colonisation, etc. Oui, je suis d'accord avec moi. Voilà, je n'avais pas changé d'avis. Pas encore, parce que ça va arriver. Oui, Sony Laboutansi, c'est vraiment un auteur magnifique et je crois que je l'avais cité pour sa conception de l'Europe. Quand il parle de l'Europe, ça inclut les États-Unis, par exemple, et même la Chine maintenant. Enfin, ça, il ne le dit pas, mais ça serait évident. Donc l'Occident, hélas, est en train de prendre un peu toute la place. D'ailleurs, vous savez que étymologiquement, c'est le lieu de la chute.
l'Occident. Hein. C'est là où le soleil vient s'échouer. Donc, ce qui est grave, ce n'est pas de se tromper, c'est de s'obstiner. Et c'est ça qui est très étrange. On a maintenant un certain nombre d'indices qui nous laissent penser que nos prédécesseurs, au Paléolithique et au Néolithique, étaient extrêmement explorateurs. Ils essayaient des organisations politiques, symboliques, sémiotiques, peut-être poétiques, peut-être linguistiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils essayaient énormément d'agencements possibles face aux impasses. Quand ça ne marchait pas, on essayait autre chose. C'est un peu du bon sens. Et je crois que nous ne sommes pas les premiers à nous fourvoyer, mais nous sommes les premiers à nous entêter, alors même que la connaissance de l'échec est pratiquement certaine. Vous voyez, bon, je vais arrêter parce que ça va tourner à l'obsession ce soir, mais bon, ça sera le héros du jour. Moi, je pensais à notre ami Thomas Pesquet, quoi, en lisant ça. Vous voyez, non, mais c'est triste parce que moi, je le connais pas. On m'a proposé une ou deux fois de le rencontrer. J'ai décliné l'invitation. J'étais pas à la hauteur. Et donc, je suis certain que c'est quelqu'un de fort sympathique en plus. Enfin, ça se voit, quoi. C'est le gendre idéal. Enfin, il est parfait, quoi. On a envie de l'avoir dans sa famille, Thomas Pesquet. On lui confierait nos enfants les yeux fermés. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc, quelqu'un qui est très sympathique et qui vraisemblablement est pas complètement idiot non plus, parce que les sélections d'astronautes, c'est pas non plus la chose la plus facile du monde, ne parviennent pas à faire cette remise en cause élémentaire qui consiste à se rendre compte, et j'insiste vraiment là-dessus, que la faillite de ce qu'il représente, ce n'est pas la pollution des fusées, ça c'est très secondaire, c'est la symbolique. C'est de valoriser le geste le plus arrogant qui soit, le geste de désublimation de ce qui constituait le dernier refuge de notre lien à l'ailleurs, c'est-à-dire le ciel. Pourquoi désublimation ? Parce qu'on parle de conquête spatiale. C'est une forme de néocolonialisme qui se joue ici. Vous allez me dire, c'est pas très grave, sur Mars, il n'y a personne. C'est vrai, sur Mars, pour une fois, on ne fera pas de dégâts en allant s'installer. Mais c'est pas grave, c'est le même geste. On ira planter un drapeau et on ira conquérir des ressources. Et c'est ça l'Occident. C'est de cela que le mot Occident est devenu le synonyme. De toute façon, mon hypothèse, mais j'avais promis que j'en parlais plus, c'est qu'à cet automne 2023, l'Occident est mort. Alors pourtant, nous ne manquons pas d'intellectuels qui historiquement ont balisé le terrain d'une meilleure connaissance des mondes, des autres modes d'existence, comme le disait Bruno Latour. Je pense à Claude Lévi-Strauss, je pense à Philippe Descola, je pense avant ça à Franz Boas, qui est peut-être à la source de cette généalogie. Pourtant, les politiques n'en ont pas tenu compte, ils ne les ont pas vraiment écoutés, ne se sont pas nourris de leur vision et de leur constat. Est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, j'espère pas si lointain, le politique peut redevenir compatible avec une vraie forme de dignité ? Regardons la loi immigration et nous voyons que tout est possible. Non, plus sérieusement, tous les politiques ne sont pas à mettre dans le même panier. Moi, je ne suis pas de ce monde et je n'irai pas dans ce monde. Mais je crois connaître des gens qui ne sont pas des intimes, mais qui sont quand même des relations, qui sont honnêtes, qui sont désireux de changer le monde et qui ont une certaine forme d'idéalisme, c'est-à-dire finalement de courage. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose, les politiques. On a tellement bien verrouillé le système que c'est très difficile de le changer. Je fais une petite parenthèse. Ça, c'est le génie du capitalisme contemporain. Imaginez que vous deveniez, je ne vous le conseille pas, hein, ne nous méprenons pas, que vous deveniez un éco-terroriste. Faites sauter une bombe. C'est mal, hein, on est d'accord, mais c'est une expérience de pensée. Faites exploser une bombe dans un centre commercial, vide quand même, parce que sinon c'est vide. Ben, vous créez de la croissance. Vous créez énormément de croissance.
Le lendemain matin, il y aura un pic de vente des journaux, multiplié par 5. Il y aura un pic d'audience dans les médias. Il y aura un pic d'activité sur les réseaux sociaux. Il y aura un pic d'activité des appels d'offres de tous les maçons et de toutes les autres communautés de personnes, des menuisiers, qui vont devoir venir et reconstruire. Et puis on va reconstruire en plus beau, en plus luxueux, en plus cher, en plus neuf ces locaux qui étaient devenus un peu vétustes. Imaginez, et je ne l'espère pas, qu'il y ait eu des blessés, il va y avoir un pic d'activité, peut-être même dans les cliniques privées, si les hôpitaux ne peuvent pas accueillir, etc. Et donc en fait, vous vous rendez compte que vous avez créé de la croissance. Ça, c'est le génie de ce système. Pratiquement quoi que vous fassiez, vous créez de la croissance. Moi, j'ai vécu personnellement une scène à la Don't Look Up. Vous savez, une scène où vous êtes sur un plateau télé, j'ai arrêté ça depuis longtemps, hein, mais il fut un temps où j'en ai fait quelques-uns, vous dites que c'est une émission pourrie qui contribue au désastre, donc vous roulez un peu des mécaniques, vous dites « ouais, j'ai fait le voyou », et puis à la coupure pub, il y a le producteur qui vient vous dire « c'était génial, quand tu as dit ça, il y a eu un pic d'audience ». Et là, vous dites « effectivement, en fait, on ne peut pas gagner ». Et les politiques sont aussi pris dans ce jeu-là. Et enfin, il faut quand même avouer que nous avons les politiques que nous méritons. Que je sache, les bulletins n'ont pas été truqués en France. Donc notre président fait quand même à peu près ce qu'il avait dit, et nous l'avons choisi. Donc c'est un peu facile de faire porter la responsabilité aux politiques. Il y a des gens dans le paysage qui proposent une révolution poétique. Mais vous croyez qu'on va les élire ? Regardez l'image du monde, même dézoomons. Le monde entier aujourd'hui est au courant que nous courons à la catastrophe. Et donc, comme vous l'avez remarqué, on voit émerger des présidents et présidentes écolos un peu partout. Ah bah non, zut, c'est l'extrême droite qui est en train de prendre les rênes de la planète. Donc, on ne peut pas non plus uniquement faire porter la responsabilité à ceux et celles qui, globalement, font quand même, c'est peut-être le seul crédit que je vais leur donner, ce qu'ils avaient dit. Hein, je crois que moi, je voyais très bien où on allait aller avec notre président. Donc, nous allons là où il avait dit que nous irions. Cet homme est honnête. Là, je le dis sans ironie. Je le crois sincèrement. Donc, il faut quand même qu'on soit aussi un peu cohérent avec nous-mêmes. Voilà. C'est pas uniquement leur faute quand ils font ce qu'ils ont dit et ce pourquoi nous les avons élus. Bon. Et en plus, il y a un problème de représentativité. Alors là encore, je vais taper une seconde sur l'Occident, parce qu'on a du mal à dépasser notre mode de représentativité et à comprendre que ce n'est pas le seul possible. Vous savez, si vous critiquez la démocratie occidentale, on vous répond généralement « Tu crois que c'est mieux en Arabie Saoudite ou en Corée du Nord ?» Non, je ne crois pas que c'est mieux en Corée du Nord, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, d'un point de vue logique, c'est tout à fait stupide comme argument. Vous ne pouvez pas dire ce criminel n'est pas problématique parce qu'un nazi a fait pire. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il ne faut même pas répondre à ces critiques-là. Mais si on ne considère pas que la Corée du Nord, on se rend compte qu'énormément d'ethnies humaines ont généré, ont proposé des modes de représentation qui n'avaient rien à voir avec le nôtre et qui marchaient plutôt très bien. Or, aujourd'hui, ce qui est tout à fait certain, c'est que les modes de représentation, les modes d'élection et les calendriers électoraux ne sont pas compatibles avec les échelles de temps des problèmes auxquels on fait face. Donc si on était un peu raisonnable, la première chose que l'on ferait, c'est de revoir la manière dont nous sommes représentés. Mais on ne le fait pas. Dans le meilleur des cas, si un jour on avait une 6e République, ça serait sans aucun doute un ajustement à la marge. Alors qu'il y a des solutions intéressantes. Hein. Par exemple, les assemblées citoyennes, c'est assez intéressant. Je fais la version courte. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, d'abord, ce sont des gens tirés au sort qui ne sont pas des professionnels de la politique, donc qui n'ont pas l'ambition d'être réélus, qui, par conséquent, peuvent se permettre de prendre des mesures impopulaires, puisqu'ils ne cherchent pas à plaire, mais qui habitent dans le pays en question, ainsi que leurs enfants, leurs amis, leurs familles, et qui, par conséquent, vont quand même subir les conséquences de ce qu'ils décident. Donc ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Ils le paieraient de leur personne, puisqu'ils seront soumis aux lois qu'ils vont choisir. Et alors, c'est pas non plus comme un référendum. Moi, je ne suis pas très intéressé par le référendum. C'est un peu la dictature de l'opinion, là où tout le monde se prononce sur des trucs auxquels on ne connaît rien. Moi, j'aurais honte de voter sur la plupart des questions d'orientation, pour lesquelles j'ai aucune compétence, parce que dans les assemblées citoyennes, les gens sont formés. Ils ont du temps, ils interagissent avec des experts, ils lisent. Et donc, c'est assez intéressant. Vous voyez, avec un nombre de l'ordre d'une centaine qui fait que... Parce qu'il y aura toujours 2-3 foufous. Hein. Les 2-3 foufous seront lissés par la centaine, mais 100, c'est suffisant pour que les gens se connaissent et se parlent.
C'est pas 10 000. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à regarder ici. Mais évidemment, pour que ça marche, il faudrait que ces assemblées soient légitimées par un véritable pouvoir décisionnel en termes de loi. Ce qui, bien sûr, nécessiterait une refonte constitutionnelle radicale. Je ne suis pas absolument certain qu'elle serait viable, hein. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la question ne soit même pas sur la table. Elle n'est même pas sur la table. Et dès lors que vous voyez des personnages politiques qui s'extraient un peu de cette posture, là, vous savez, là encore, très virile quand même, hein, de leader, qu'on adore, ils sont immédiatement disqualifiés comme étant non présidentiables. Alors que l'humilité, c'est quand même la première chose dont on aurait besoin. Je veux dire, on est en train de se planter. Donc faire preuve de modestie, ça serait la moindre des choses. Et on n'aime pas les modestes. On n'aime pas les modestes. On veut des mâles au torse bombé. C'est curieux. Ce sera peut-être le sujet de votre prochain essai politique. Mais pour revenir à l'hypothèse K, il faut attendre la page 178 pour savoir ce que ça signifie, l'hypothèse K. Évidemment, nous, libraires, on a pensé au cas de Dino Buzzati, ce recueil de nouvelles où on passe notre temps, voilà, un peu métaphorique, qui raconte en quelque sorte les humains qui passent leur temps à courir après les chimères. Voilà, donc à quoi fait référence véritablement l'hypothèse K ? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait une dimension un peu littéraire, hein. K, pour moi, c'était avant tout Kafka, qui signait parfois ses lettres K, et puis dont les personnages principaux souvent s'étiolaient jusqu'à ce que ne reste que le K. C'était aussi Katibi, que j'aime beaucoup, et puis c'était le cas de Kateb, aussi Kateb Yassine, que j'adore, parce que c'est celui qui voulait utiliser la langue du maître contre le maître mieux que le maître, comme Jean Genet d'ailleurs, exactement, ou comme Tchellan. Kateb Yassine voulait dire en français que l'Algérie ne pouvait être française. Comme Jean Genet veut écrire dans la langue la plus précieuse qui soit, qu'il est un voyou et qu'il le demeurera. Comme Paul Celan qui écrivait en allemand pour dénoncer les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, je trouve que c'est un geste qui est très beau. Bon. Au-delà de cette clin d'œil, pourrait-on dire, de ce clin d'œil littéraire, alors K, c'est une évocation du karkinos, donc du crabe en grec, et donc du cancer. Parce que je trouve qu'il est assez vraisemblable aujourd'hui qu'une grande partie de la sphère technique, donc disons de la mauvaise en quelque sorte branche de la science désublimée, dépoétisée et assujettie à un rythme productif et à un schème de constructiviste, soit devenue autonome. Donc attention, hein, soyons clairs, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, nous ne sommes pas dans Terminator, Skynet n'a pas pris les commandes, ça c'est certain. Les machines fonctionnent, j'allais dire sous notre contrôle, mais c'est même pas tout à fait vrai. Fonctionnent avec notre aide, mais pas totalement sous notre contrôle. Elles fonctionnent de plus en plus en parallèle. Ce sont des logiciels qui écrivent des logiciels aujourd'hui. Ce n'est pas une personne qui écrit toutes les lignes de code. Hein. Les codes sont essentiellement générés par des codes. Donc ce sont des softs qui écrivent des softs. Ce sont des machines qui construisent des machines. Vos voitures ne sont pas construites par des gens. Elles sont construites par des automates, qui sont eux-mêmes en grande partie construits par des automates. Et donc je trouve que c'est intéressant de le penser sur le mode oncologique, parce que non seulement si vous voulez, l'analogie m'intéresse si c'est plus qu'une métaphore. Et je crois que c'est plus qu'une métaphore. Parce que nous avons affaire à quelque chose qui satisfait à quasiment toutes les caractéristiques du cancer. Il n'y a pas d'homéostasie, pas de sénescence. Les cellules cancéreuses, comme les objets techniques, vivent de façon autonome, mais dépendent quand même de l'hôte, jusqu'à son trépas. Si demain l'humanité meurt, nos machines vont mourir aussi. Mais tant que nous sommes en vie, elles sont relativement autonomes par rapport à nous. Elles finissent bien sûr par devenir létales, et ça c'est pas très difficile de comprendre que nous sommes déjà dans cette phase. Et puis surtout, la médecine nous donne des leçons très intéressantes. Elle nous apprend que c'est une maladie qui est fondamentalement systémique, ce que Galien avait déjà compris, donc on ne peut pas simplement se focaliser sur ce qu'on appellerait une médecine, si vous voulez, de type urgentiste ou réanimatoire, c'est-à-dire focaliser vraiment sur les effets à court terme. Il faut vraiment aller jusqu'à l'étiologie, comprendre les causes de ce qui se passe. Et puis la médecine nous apprend aussi qu'il n'y a pas un traitement unique qui fonctionne. On a bien vu que ni la chimiothérapie, ni la radiothérapie, ni même les thérapies géniques, ni même la chirurgie, bien sûr, ne suffisent à venir à bout des cancers en général.
Il faut regarder des thérapies ciblées, donc il faut aller dans le détail du processus tumoral considéré. Et puis surtout, la médecine nous apprend qu'il faut aussi redéfinir ce qu'est la victoire. Il faut prendre toute la démesure de l'hôte que l'on affronte. Alors, c'est pas, je prétends pas du tout que cette idée soit révolutionnaire et permette de venir à bout des problèmes, mais je trouve que c'est peut-être un peu plus qu'une analogie. Vous voyez, le cancer est en nous, quoi. Voilà. Et de la même manière, aujourd'hui, le pullulement métastatique des machines est en nous. On ne peut plus vivre sans machine. On ne saurait plus vivre sans machine. D'ailleurs, on ne voudrait pas vivre sans machine. Hein. Personne ne souhaite revenir à l'âge des cavernes, pour reprendre la fameuse caricature qui est généralement opposée aux écologistes. Moi, je suis bien content que mes enfants puissent bénéficier d'une IRM après le terrible accident qu'ils ont subi. Personne ne veut revenir à l'âge des cavernes. Toujours est-il que, vous savez, on sait depuis Platon qu'on a cette logique du pharmacone, c'est-à-dire que le dosage est important. Voilà. Le dosage est important. Or là, évidemment, du point de vue de la prolifération technologique, on est en phase où on a de loin dépassé le point d'équilibre. Vous voyez, c'est un peu comme l'alimentation, quoi. On a besoin de 2000 calories par jour, plus ou moins, pour bien vivre. En dessous de 1000, ça devient très compliqué. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans machine, on serait très en difficulté, et on ne souhaite pas être dans cette situation. Mais au-dessus de 3000, l'obésité vous guette, et peut-être la mort prématurée. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'il s'agit d'alimentation, ou de n'importe quoi d'autre, nous savons qu'il y a un équilibre à respecter. C'est en quelque sorte la loi fondamentale du rapport à n'importe quelle activité. Mais quand il est question de technique, nous l'avons oublié. Et il semblerait que le seul fait qu'un objet soit constructible suffit à en légitimer la production. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. La 6G est déjà prête. Hein, pour répondre à quel besoin? Absolument aucun. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on peut la faire. Mais c'est un argument qu'on n'utilise jamais dans la vie, ça. Je pourrais dire, je pourrais vous balancer mon verre à la figure, et je vais le faire parce que je peux le faire. Mais c'est complètement idiot. On pourrait faire une grande baston ce soir, mais c'est complètement idiot. Enfin, on ne justifie jamais, il me fait peur là, aucune de nos actions au motif qu'elle est simplement possible, sauf dans la sphère technologique. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, les mecs là et les nanas, ils sont en train d'inventer des trucs débiles, des espèces de drones sous-marins qui vont venir détruire encore un peu plus les fonds marins qui sont déjà totalement dévastés. Et quand on leur demande mais pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai la techno pour le faire. Ça suffit. C'est terrible. Ce que vous dites, c'est l'explication d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. Oui. Pourquoi est-ce parce que c'est possible? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Les analyses d'Hannah Arendt sont hyper pertinentes là-dessus, vous avez raison. Oui. Alors pour reprendre la recommandation, sinon l'injonction hölderlinienne d'habiter poétiquement le monde, comment faire aujourd'hui en revenant à un dosage pharmaceutique raisonnable, de technologie et de poésie pour de nouveau espérer habiter ce monde, et en tout cas faire en sorte que nos enfants puissent l'habiter. Donc finalement, peut-être on va finir là-dessus, et ça tombe bien, c'est le plus important pour moi. Notre réel est vertébré de combats qui structurent notre société entre des visions politiques, entre des intérêts économiques, entre des compétitions amoureuses. Enfin voilà, ces rivalités sont définitoires de notre société. Mais je crois qu'il y a une sorte de méta-combat que nous n'avons pas encore véritablement vu et qui est peut-être le plus structurant de tous. C'est l'affrontement du prosaïque et du poétique. Alors, le prosaïque, c'est la production. C'est ce qui est reproductible. C'est ce qui est machinique. C'est ce qui est réifiant. C'est ce qui est utile. Le poétique, c'est tout le reste. Alors attention, le poétique, c'est pas la poésie. La poésie, c'est l'écriture. C'est l'écriture poétique. Bon, c'est une chose. Mais le poétique en tant que tel, c'est beaucoup plus que la poésie. Le poétique, c'est l'épiphanie de l'imprévu. C'est la vie en tant que telle. Le poétique, c'est le sens, c'est la jouissance, c'est la chose indépendamment de toutes les projections conceptuelles qu'on peut faire sur elle-même. Pour le dire de façon un peu simple, le poétique, c'est ce qui compte.
C'est pas du tout, vous savez, la petite touche finale pour faire joli. C'est pas du tout la petite rime qu'on va mettre à la fin de la phrase dans une sorte de préciosité un peu pénible. C'est pas du tout ça le poétique. Le poétique, c'est ce qui compte vraiment. Le poétique, c'est ce qui nous rend heureux. C'est ce qui nous donne envie d'être. Le poétique, c'est ce qui nous fait pleurer. Parfois de tristesse et parfois de joie. Et en fait, le poétique n'est pas mort, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'amour, par exemple, c'est fondamentalement poétique. Le sexe, c'est autre chose. Ça, c'est utile à la reproduction, etc. L'amitié, c'est encore autre chose. Ça peut vous permettre d'avoir des réseaux d'amis. Très bien. L'amour, vous avez presque tout à perdre. C'est fondamentalement poétique et ça existe partout, même dans les régimes totalitaires. Donc, on n'a pas été à ce niveau encore de désublimation où le poétique est mort. Mais il est quand même relégué, en quelque sorte, dans l'accessoire, dans l'annexe. Alors que si on y réfléchit, il est ce qui nous définit en tant que vivants. Et donc, je pense qu'on devrait s'interroger dans tous nos champs disciplinaires sur la manière dont on se place par rapport à ce combat. Alors, la vision est un peu manichéenne, hein, j'en conviens, mais on touche à la fin de l'entretien. Et je suis persuadé maintenant que presque tout peut être entrepris de façon prosaïque ou poétique. Donc, il ne faudrait surtout pas croire que les écrivains, les chercheurs et les libraires sont du bon côté du monde, et puis que les éditeurs de jeux vidéo, les maçons et les Thomas Pesquet sont du mauvais côté du monde. Enfin, Pesquet un peu quand même, mais je veux dire, les autres non. Et donc, non, je ne crois pas qu'on puisse être poète et astronaute. Ça, vraiment, je ne crois pas. Mais pour tout le reste, oui, on peut. Et par conséquent, ce qui compte, ce n'est pas la nature de son métier, c'est la manière dont on le fait. Et ce que j'ai voulu avec ce petit livre, c'est faire un peu amende honorable et faire une autocritique en reconnaissant que l'essentiel des scientifiques, moi compris, sont quand même du côté du prosaïque. On produit des articles, on produit de la connaissance, on produit des conférences, on produit des étudiants, on produit des formations et on fait tourner la machine. Mais on pourrait ne pas faire ça. Je trouve que mon ami Carlo Rovelli a un rapport à la science qui est fondamentalement poétique, parce qu'il revient aux questions ingénues, parce qu'il a l'intelligence et la génialité de ne pas oublier que la science, c'est pas seulement une manière de faire des téléphones portables, mais que c'est aussi une ontologie, c'est-à-dire une manière de nous proposer une définition du réel. Je donne aussi l'exemple d'Alexander Grothendieck, le plus grand mathématicien du XXe siècle, vraisemblablement l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui ne cesse de répéter, et fondateur de l'écologie radicale, que la création mathématique, c'est d'abord renouer avec un regard d'enfant. C'est d'abord une ingénuité. C'est d'abord une manière de faire table rase de tous ces préjugés. Et donc, vous voyez, on ne peut pas dire est-ce que les mathématiques sont prosaïques ou poétiques. Les mathématiques comme outils de sélection qui font que pour rentrer à l'école polytechnique, il faut essentiellement être bon en maths et donc devenir un des leaders de demain, ça, c'est infiniment prosaïque. C'est des maths qui sont totalement dénaturées. Voyez, mais des maths à la Grothendieck, alors évidemment, je prends l'exemple du meilleur, mais on peut être médiocre et tenter de développer. Moi, par exemple, je n'ai rien à voir avec Grothendieck. Mon niveau en maths, il n'est même pas commensurable au sien. Bon, et ben c'est pas grave. Le peu que je connais de maths, je peux essayer de le faire fonctionner comme ça. Il y a plein de trucs incroyables en maths, hein, des trucs incroyables. Pensez à ce que c'est qu'un nombre transcendant, par exemple, à ce que c'est qu'un nombre imaginaire, à ce que c'est qu'un nombre irrationnel. Pensez à comment se répartissent les nombres rationnels et les nombres irrationnels les uns par rapport aux autres. Là, on va pas le faire, mais je vous jure qu'en 5 minutes, je vous fais rêver avec ça. Et pourtant, c'est pas ma spécialité. Et donc voilà, ce qui me semble un peu important aujourd'hui, c'est de faire exactement le contraire de ce qui va être fait pour la recherche scientifique en France, c'est-à-dire ne surtout pas essayer de la rendre plus compétitive, plus efficace, plus rationnelle, et donc qu'on marche tous en rang derrière une orientation décidée par le ministère de façon à remonter un peu dans les classements internationaux, mais remonter dans quoi ? Remonter dans la fabrication d'un objet qui nous précipite vers l'abîme, vers la production de croyances, parce qu'il y a aussi des croyances en science, ça se nomme le scientisme, cette idéologie qui pense que la science dit tout du monde, et qui est une idéologie mortifère. Est-ce qu'on a envie de ça ? Voilà. Alors, et est-ce qu'on a envie, à contrario, d'arrêter la science ? Alors qu'en fait, au contraire, c'est un lieu de révolution intellectuelle qui est magnifique. Donc moi, je réponds non à cette seconde question.
Je n'ai pas envie d'arrêter la science. Alors si on ne veut pas arrêter la science et qu'on ne veut pas en faire un outil de mort, c'est-à-dire un outil de complicité avec le crime contre la vie qui est aujourd'hui en train d'être commis, je rappelle qu'une armée actuellement à l'œuvre se vante d'utiliser l'intelligence artificielle. On voit à quel point ça permet des belles choses. Si on veut que la science ne soit pas complice de l'affaissement du sublime, alors je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de tenter de l'habiter poétiquement. C'est très dur, hein. J'ai du mal à le faire en fait, parce qu'on est tous liés, vous voyez. Moi je vais prendre un doctorant, il est super fort, il est super sympa, salut Martin si tu me regardes, mais si je lui propose de travailler comme je dis là, il est mort, il n'aura jamais de poste. Il ne sera jamais recruté au CNRS, et pourtant il est super fort, bravo Martin. Et donc du coup, Martin, il faut que tu rentres au CNRS. Et donc il faut aussi que tu fasses de la science qui carbure un peu. Alors toi, tu penses que c'est pas incompatible, je crois, avec le poétique. Bon, bah, t'as tort, mais je t'aime quand même. Et du coup, voilà, c'est difficile au-delà de la blague. Là, je plaisante un peu parce qu'on est fatigué et j'ai chaud. Mais en fait, c'est très dur à faire. C'est vraiment très dur à faire. Mais c'est pas impossible. En tout cas, si on n'essaye pas, on ne se donne pas la chance de trahir par amour, et ça serait dommage. Je suis désolée, j'ai une dernière question. Alors moi, je suis totalement convaincue de tout ce que vous dites. Je me déplace à vélo, j'ai pas de télévision, j'ai pas de tablette chez moi, voilà, je suis entièrement convaincue. Mais je pense que les gens dans la salle le sont aussi. Mais comment fait-on pour convaincre voilà, des gens qui ne sont pas là ce soir, des gens qui pensent que la technoscience nous sauvera, des gens qui pensent que se déplacer en voiture électrique c'est mieux qu'autre chose, qu'il vaut mieux vivre vieux pour travailler plus, qu'il vaut mieux voilà, qu'il vaut mieux plein de choses qui vont à l'encontre de tout ce qu'on dit ce soir. Comment on fait pour convaincre ces gens-là? Comment on fait pour convaincre Thomas Pesquet, en résumé? Exactement, exactement. J'osais pas le dire. Tu nous as manqué ce soir, Thomas. Mais tu étais peut-être là-haut. C'est trop mignon. Mais vous savez que même là-haut, il n'est pas dans l'espace. Hein. Parce que la Terre fait quand même 13 000 km de diamètre. Hein. Alors 400 km, pour appeler ça l'espace, il faut un peu se foutre du monde quand même. Ça fait une distance par rapport à la Terre qui est environ l'épaisseur d'une peau d'orange. Hein. Alors bon, espace... bon. Bref. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. C'est pas l'espace, mais en termes symboliques, quand même, le mal est fait. Donc on perd sur tous les tableaux. Puis c'est fou ce qu'il y a sur la station spatiale. On est dans le vide. Waouh! Le mec, il est dans le vide. Waouh! Il y a quoi? Bah, il y a le vide, puisqu'on est dans le vide. Et dans le vide, il y a quoi? Bah, il n'y a rien, puisque c'est le vide. Waouh! C'est un héros, quoi. Il n'est pas vraiment dans le vide, hein, quand même. Il y a des murs autour, hein, parce que c'est pressurisé. Parce qu'il était vraiment dans le vide, il serait mort. Ça, on lui souhaite pas. On l'aime pas, mais à la question, là. Alors, comment convaincre Thomas? Bah écoute, va plus dans l'espace, va en forêt, et puis tu verras que c'est là la vraie vie, quoi. Enfin bon, parce que les forêts, c'est pas de là-haut qu'on les voit, hein, c'est quand on sent l'odeur de l'humus, quoi. C'est quand on touche les mousses. C'est beau les mousses, c'est beau les fougères, mais ça se voit pas depuis là-haut. Non, mais plus sérieusement, je sais pas, en fait. Moi, j'ai un peu essayé et puis j'ai échoué, donc je sais pas comment faire. Je crois, plus modestement et au-delà des plaisanteries, que chacun doit utiliser ses armes, et donc qu'il ne faut pas se mettre en ordre de marche tous en rang. Je connais des gens qui sont dans des associations, Extinction Rébellion, etc. Moi, je ne fais pas, je ne suis pas convaincu. Voilà. Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Néanmoins, ceux qui le font sont convaincus. Jusqu'à maintenant, je crois qu'ils n'ont vraiment pas fait de mal. Hein. Vous savez, il y a eu une grande vague d'indignation en France, et partout dans le monde d'ailleurs, une indignation absolument totale avec l'histoire des œuvres d'art sur lesquelles des écolos ont balancé du jus de tomate. Mais en fait, c'était jamais sur les œuvres d'art, hein. Jamais, c'était sur les vitres. Ils ont mis du jus de tomate sur une vitre, ça a suscité une vague d'indignation. Bon, on est un peu taré quand même. Parce qu'aucune œuvre n'a été abîmée, hein, à ma connaissance en tout cas. Aucune œuvre, et c'était évidemment
à dessein, naturellement. Ils ont choisi des œuvres protégées. Et ça suffit à nous ulcérer. Bon, c'est quand même complètement démentiel. Mais au-delà de toutes ces petites blagues que je raconte, c'est pour dire que je crois que chacun doit utiliser ses armes. Voilà. Si certains pensent que se menotter à l'entrée d'un centre commercial pour dénoncer la surconsommation est une bonne chose, moi j'y crois pas trop, je fais pas ça, mais pourquoi pas? Faut essayer. Moi j'ai écrit un livre, mais très honnêtement j'y crois pas trop non plus. Mais comme c'est ce que je sais faire et que je manie pas trop la Kalachnikov au quotidien, j'utilise mes armes. Certains vont se retirer, c'est ce qu'a fait Grothendieck. Alors ça c'est un geste héroïque, mais c'est un geste très difficile quand même et un peu suicidaire aussi finalement. J'ai de l'admiration pour ceux qui le font, moi j'en suis pas capable, mais c'est assez incroyable en réalité. J'avais utilisé une fois l'expression un peu pédante, et donc j'en ai un peu honte maintenant, mais d'activisme multifractal. Vous savez, une figure fractale en mathématiques, ça veut dire qu'elle est intéressante à toutes les échelles. Et donc je crois qu'il faut essayer de mettre un peu de contingence dans le système à toutes les échelles. Donc finalement, utilisons chacun les outils qu'on croit être opportuns et n'essayons surtout pas, je crois, de faire tous la même chose. C'est bien finalement non qu'on ne soit pas des clones. Voilà. On a tous une capacité de conviction qui est la nôtre et qui a ceci de remarquable qu'elle est justement incommensurable à toutes les autres. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un ou deux petits livres et puis de faire une ou deux petites conférences avec un résultat que je pense globalement nul, mais c'est pas grave, d'autres ont essayé d'autres trucs. Quand même, Grothendieck, c'est pas mal. Hein. Mais bon, voilà, on peut pas. Dans mon livre, je l'ai appelé l'impossible, parce qu'effectivement, c'est un géant, quoi. Et on n'est pas des géants. Donc il faut se cantonner à l'infime quand on n'a pas accès à l'immense. Mais même là, on peut faire beaucoup. Et finalement, je pense que c'est pas grave. D'ailleurs, de plus en plus, je crois qu'il faut se départir de l'idée de l'homme ou de la femme providentielle qui va entraîner les foules. J'aime pas du tout, moi, cette image du leader charismatique, du gourou, comme ça, de celui qui d'un seul coup va faire se lever une sorte de vent révolutionnaire. D'abord, ça marche pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grands soirs, et les quelques grands soirs qu'on a eu dans l'histoire, ça n'a pas été des grandes réussites en réalité. Donc, les faits montrent que ça marche pas très bien. Et ensuite, je trouve que finalement, c'est pas très modeste et c'est pas très beau en fait. Je préfère l'épiphanie révolutionnaire au leader charismatique. Mais bon, de toute façon, essentiellement, ce qu'on a pour le moment, c'est ni l'un ni l'autre. On a Elon Musk, quoi. Qui est bien pire que Thomas Pesquet. Hein. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. S'il fallait choisir un méchant, ça serait quand même Musk, évidemment. Ça, Thomas, je te promets, tu peux en être sûr, il y a pire que toi. Bon, en tout cas, on a peut-être Elon Musk, mais on a aussi Aurélien Barraud. Et on peut essayer de convaincre en offrant, et en achetant, en lisant, en offrant le livre l'hypothèse K. Merci beaucoup Aurélien d'avoir... voilà, merci à vous, c'était très chouette. Merci Aurélien. Alors à défaut de grand soir, on aura eu quand même une belle soirée entre amis. Comme toutes les soirées entre amis, tout le monde met un petit peu les mains à la pâte, hein, et donc je vais juste vous demander de replier votre chaise sur le côté afin qu'on puisse circuler un petit peu mieux. On va rallumer la lumière. Je vous souhaite une excellente soirée, de belles fêtes de fin d'année, et puis de trouver un petit peu de carburant dans l'hypothèse K. Ça peut... Ouais, l'hypothèse carburant, un petit peu de carburant bio. Merci. Vincent avec un E. Voilà. Et les amis qui n'ont pas pu venir ce soir, bon, on espère quand même que vous allez de nouveau faire encore quelques entretiens, débats de ci, de là. Occasionnellement. Avec un cas. Oui. Et j'aurais aimé KRIF ex nihilo, une apparition à partir de rien. Et donc c'est le moment justement pour moi, en termes de métaphorique, où ça échappe un peu à l'inertie. Oui, c'est un truc qui apparaît et qui n'était pas prévu.
Non, non, mais je pense que c'est mieux comme ça, comme je signe. Comme je signe, c'est... Ah, c'est génial. Mon mail, il est dans l'annuaire de la fac de Grenoble.